Ah les amis, on vous avez tous regardé, j'imagine, la finale de l'Europa League en battant Leverkusen 3-0 en finale de la Ligue Europa ce mercredi. L'Atalanta de Gasperini a mis fin à 14 ans de disette pour les clubs italiens en grande compétition européenne. Cette victoire a également brisé l'invincibilité de Leverkusen. Qu'est-ce qui a permis à l'Atalanta de triompher et quelles raisons expliquent la défaite de Leverkusen, les amis, hein? On va pas faire long, on va droit au but. Pour moi, l'Atalanta les a détruits tout simplement. Ils les ont pas laissés poser leur jeu. Dès le début du match, ils ont été super agressifs. Ils ont été plus justes aussi. Pour moi, peut-être que les Leverkusen se voyaient aussi trop beaux. Et je pense que Xavi Alonso s'est trompé en première mi-temps avec sa composition. Le fait de mettre Grimaldo attaquant, je sais qu'il l'a déjà fait, mais pour une finale, pour moi, il faut que les joueurs soient dans leur zone de confort. Il faut qu'ils soient en confiance. Et là, c'est un système sur lequel ils sont moins habitués. Donc mettre Grimaldo en pointe et pas piston gauche, c'était pas une bonne solution. En plus, tu t'enlèves Patrick Schick ou Victor Boniface. Et pour moi, c'est là que ça a pêché. Ouais. Ton sentiment, mon cher Ibrahima? Bah déjà, faut saluer la performance de l'Atalanta de Bergame qui a tout simplement asphyxié le Bayer Leverkusen, à un moment, au milieu de terrain notamment. Ils n'arrivaient pas à enchaîner 3 passes vers l'avant, c'était très compliqué. Et puis après, offensivement, ils ont été plus réalistes et j'ai trouvé les défenseurs du Bayer Leverkusen, notamment Tapsoba, assez fatigués. Ils n'ont pas fait un bon match, ils n'étaient pas dedans. Il faut saluer surtout la performance d'Ademola Lookman aussi. Incroyable triplé. Enfin, il a eu 10 dans l'équipe et j'aurais pas dit mieux. Donc, très grande performance de sa part et félicitations à l'Atalanta. Eladj? Moi, j'ai été surpris. Honnêtement, j'ai été surpris. Dès l'entame de match, j'ai vu l'Atalanta, j'ai vu une équipe transformée. Contrairement à ce que j'ai vu contre l'OM, parce que contre l'OM, ok, ils ont fait un bon match, mais c'était pas du même niveau que ce qu'ils ont montré en finale de Ligue des Champions. En finale de Ligue Europa, pardon. Et franchement, là, c'était tout simplement au-dessus. Ils les ont mangés physiquement. Ils ont pas, voilà, on a senti une équipe de Leverkusen fatiguée, arrivée à bout de souffle. Xabi Alonso a sa part de responsabilité en ne mettant pas Boniface ni Patrick Schick sur le terrain. Moi, je pense en attaquant, en faisant jouer Adli qui est un faux neuf, je pense que c'était compliqué avec une équipe comme l'Atalanta. On sait qu'ils vont vite en transition et qui ont besoin d'un point d'appui de l'autre côté pour peser sur la défense de l'Atalanta. Et je pense qu'à ce niveau-là, Xabi Alonso s'est un peu loupé. Mais franchement, dans le jeu, Xhaka, il a été inexistant. Le seul qui réussissait à réussir quelques percées, on va dire, c'est Frimpong. Et encore, même lui, c'était compliqué. Et tout le reste n'était pas à la hauteur, tout simplement. Tout le reste n'était pas à la hauteur. Et Atalanta ont gagné 3-0. Et c'était largement mérité. Et Ademo Lookman, c'est vraiment lui, on a pu le voir, il a transformé le match, comme on attend des grands joueurs pendant les grandes rencontres. Ademola Lookman, là, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pris ses responsabilités et il a claqué un magnifique triplé. Alfred? Oui, je partage parfaitement ce que Eladj vient de dire. Après, il faut reconnaître que le départ de cette histoire, la performance de l'Atalanta face à Marseille, ça se voyait qu'ils étaient un peu au-dessus. Maintenant, le Leverkusen, c'est que le vœu de beaucoup de personnes voulaient que le Bayer Leverkusen concrétise par rapport à cette victoire. Mais bon, pour moi, je pense que l'Atalanta avait beaucoup d'expérience par rapport à ça. D'entrée de jeu, il y avait une certaine agressivité. Ils ont montré qu'à un certain moment donné, il fallait être au-dessus. Donc pour moi, même si on dit que le Leverkusen est fatigué, je ne crois pas trop. Mais je pense que voilà, Leverkusen, c'est un peu une étiquette juvénile qui monte, mais c'est pas, ma foi, de la maturité concrète comme des clubs qui sont réguliers dans les grandes compétitions. Donc pour moi, oui, l'Atalanta, elle le mérite. Après, Lookman, c'est autre chose, vous voyez. C'est le match de sa vie, quoi. Voilà. Donc peut-être, je dis pas, je suis pas sûr, mais peut-être ce serait le futur ballon d'or africain, peut-être. J'ai déjà parlé. Pardon. Wirtz aussi, match très décevant, si je peux rajouter un truc. Ouais, Wirtz, c'est vrai. Lookman, premier joueur africain qui marque un triplé en finale d'une grande compétition. Après, moi, l'Atalanta, je pense qu'il faut louer Gasperini. C'est la victoire du football, c'est la victoire de la patience. C'est un coach qu'on a laissé faire. Ah, Stéphane ne sera pas d'accord avec toi, je le sens. Il a le droit, et Stéphane, on dit tellement des choses. C'est un coach qui, depuis maintenant plusieurs années, fait du bon travail avec l'Atalanta. Donc, moi, je suis très content qu'il ait gagné. C'est du football total, c'est un football de pressing. C'est un coach qui, avec ses joueurs, harcèle l'équipe adverse. Et c'est très, très, très bien de les voir à ce niveau-là. Et moi, je suis très, très content pour Gasperini, très, très content pour l'Atalanta. Et il y a des clubs qui, en Ligue 1, avaient la possibilité de faire la même chose et de s'étendre sur plusieurs années
avec un coach qui avait le même état d'esprit que celui de Gasperini, mais ils ont préféré céder aux sirènes des supporters. Donc voilà, eux ils sont sortis en demi-finale alors que le club de l'Atalanta ils sont partis chercher la coupe. Mon ami Stéphane, ton sentiment sur cette finale? Oui, non, moi je ne vais pas parler du jeu parce que effectivement on partira dans un débat toute la nuit, mais je rigole quand j'entends dire que c'est la victoire du football. Mais en tout cas, c'est surtout la victoire de la patience, du travail. Et c'est vrai que c'est un exemple à suivre par beaucoup de clubs, en tout cas particulièrement en Ligue 1. C'est que quand on parle souvent, on se chamaille un peu sur le niveau de la Ligue 1. Il y a aussi ça qui fait que le niveau il monte peut-être pas assez, ou les ambitions européennes et tout. C'est ces entraîneurs auxquels on laisse pas le temps de travailler, de mettre en place ce qu'ils ont envie de passer. Alors qu'on aime, qu'on n'aime pas. Hein. Moi, je fais partie plutôt, vous avez compris, ceux qui n'aiment pas, mais ce qu'a fait Gasperini, mais cette finale. Mais par contre, au moins, il a eu le temps de mettre en place ce qu'il voulait. Ça, par contre, c'est exemplaire. C'est à féliciter. Et c'est vrai que c'est très bien. Maintenant, après, pour moi, ils ont gagné parce que c'est parce que le Bayern est complètement passé à côté de son match. Et c'est pas uniquement. Et le Bayern, c'est tout le monde, comme le soulignait là. C'est aussi l'entraîneur, peut-être dans sa compo. C'est le petit Wirtz, par exemple. On l'a vu avec la France, on l'a vu toute l'année jouer. C'est pas le pressing à la base, c'est pas le pressing. Il n'a pas eu un traitement. Ils ont tous été très solides, très forts et très agressifs dans les duels. Mais lui, il n'a pas été plus que les autres. Donc, c'est incompréhensible qu'il fasse un tel match, quoi. Alors que c'est un joueur qui, sur la saison, est monté dans au moins le top 10 européen sans aucun problème, quoi. Et c'est incroyable qu'il fasse un match comme ça. En finale, et en face, il y a un mec qui a été. Alors, je ne sais pas s'il sera Ballon d'Or, on va voir ce qu'il va donner à l'avenir. C'est vrai qu'il avait déjà été assez bon contre l'OM et que là, il a plutôt fait une bonne CAN aussi, hein, même s'il avait par ailleurs raté sa finale malgré tout. On parle de Lookman, hein, c'est bien ça. Mon cher Léo, ton sentiment sur cette finale 3-0 pour l'Atalanta face au Bayer Leverkusen, contre toute attente, hein, si on peut le dire. Personnellement, je pense que si le Bayer Leverkusen a déjoué, c'est aussi parce qu'il y avait une équipe en face qui les a fait déjouer. Quand on voit les 45 premières minutes de l'Atalanta, bloc haut pour aller chercher en 1 contre 1, c'est dangereux de faire ça. Ça nécessite une confiance et un coffre physique assez incroyable. Et puis une confiance entre les coéquipiers, parce qu'il faut bouger le bloc en même temps. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit en retard. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui... et un manque d'assurance technique, ce qu'ont eu les joueurs de Leverkusen, qui ont eu les pieds aussi qui tremblaient, parce que je pense que quand on regarde, quand on compare les deux effectifs, il y a une expérience individuelle sur la scène européenne qui est totalement différente. Kolasinac, par exemple, qui a joué une 50aine de matchs européens, il n'y a pas un joueur de Leverkusen qui l'a fait. Je pense qu'aussi ils ont été Lookman qui a brillé, un collectif sublimé par une individualité, j'ai envie de dire. Et puis oui, effectivement, concernant Gasperini, ça récompense le travail de longue haleine. Ça fait 5-6 ans qu'il met ça en place. Faut pas oublier qu'il a aussi fait une grande campagne de Ligue des Champions il y a quelques années contre Paris. Puis c'est un entraîneur qui a 30 ans d'expérience aussi. C'est son premier grand trophée. C'est l'entraîneur le plus vieil entraîneur à remporter un trophée majeur européen. Bravo à l'Atalanta et bravo quand même à Leverkusen, parce que ils ont fait une saison exceptionnelle et que l'exploit de l'Atalanta n'aurait pas été aussi grand si la saison de Leverkusen n'avait pas été aussi incroyable. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi et bravo aussi à tous ces coachs italiens qui font des merveilles. Hein. Il y a encore la Conference League, hein, un club italien est encore représenté. Ma foi, ça fait beaucoup quand même. Et le Real a un coach italien aussi. Sans oublier justement, c'était ma transition avec notre ami Ancelotti qui va dès samedi prochain jouer face au Borussia Dortmund. Alors les amis, projection sur la finale de la Ligue des Champions. Est-ce que le Real Madrid part-il vraiment favori? El Hadj. Oui, bien évidemment, Malik. Je pense qu'aucun
aucune personne sur Terre ne pourrait dire que... Ah si, il y a un que chien qui a Dortmund- aboyé, t'as entendu Non, quoi? oui, mais Il a dit non. Non, bah justement, il a aboyé, il a dit Malik, tu es fou. C'est le chien de Mais Stéphane. carrément, il a dit Malik, tu es fou de poser cette question. Bien évidemment que le Real Madrid est champion, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, mais bien évidemment qu'ils sont favoris. J'ai dit qu'ils sont champions, vous avez vu lapsus révélateur. Oh là Bref. là là là. Mais non, mais du moins c'est sûr, ils sont favoris là, il y a aucun doute là-dessus. Et moi personnellement, je n'ai aucun doute aussi là-dessus que le Real Madrid vont gagner la Ligue des Champions aussi face à Dortmund au bout de 90 minutes. Ah, même pas les prolos, tout ça, rien. J'allais dire quelque chose qui allait fâcher Stéphane, mais je vais m'abstenir. Ibrahima, Je dis juste que voilà. ton pronostic. Bah, c'est évident que le Real Madrid part favori dans cette finale de Ligue des Champions, surtout que... Dans le micro, on t'entend pas De bien. mon vivant, je crois que j'ai jamais vu le Real perdre d'une finale de ma vie, donc je pense pas que ça va arriver ce samedi. Ouais, en même temps, t'es jeune, Ibrahima. C'est sûr, c'est sûr. Mais il en a vu déjà 5 ils gagnés sont au moins. ils sont en Cinq finale au chaque moins. année pratiquement. Donc, Ça suffit. même quand ils sont menés au score, ils réussissent quand même à gagner. Après, là où il faut pas qu'il y ait un excès de confiance, c'est que Dortmund quand même m'a plutôt surpris contre le Paris Saint-Germain. On dit que le PSG a déjoué certes, mais Dortmund avait fait franchement une belle prestation, surtout au match retour. Je pensais, Surtout tactique aussi. surtout tactique et au match retour, je pensais pas qu'ils allaient être à ce niveau-là, sincèrement. Donc va falloir que le Real Madrid reste un minimum concentré quand même. Mais personnellement, pour le football, quand même, j'aimerais que Dortmund remporte ce match quand même. Ah ouais? Oui, bah oui. Non, mais il y en a marre du Real, c'est bon. Ils gagnent chaque année, j'en peux plus, moi, personnellement. Ah, mais il y a des nouveaux joueurs qui Et il y a arrivent. des qui joueurs gagnent que pas. j'apprécie à Dortmund. Arda Güler peut être le premier Turc aujourd'hui à gagner une Ligue des Champions. Ah, mais Bellingham aussi. C'est sûr, mais j'aimerais bien que Sancho remporte la Ligue des Champions aussi, vu comment on l'a malmené à Manchester. Oui, c'est Le sûr. voir revivre comme ça, s'il gagne la Ligue des Champions. Pas ça maintenant, pourrait- pour qu'il continue. ça pourrait être une leçon Il va à retomber dans ses travers, Eric je pense, Ten si Hag. on lui donne une Ligue des Champions. Mais je vois le Real favori, sinon. Ton sentiment et ton pronostic, Alfred? Moi, je pense que le Real va gagner largement, parce que bon, largement, parce que voilà, Dortmund n'est pas à la hauteur de Real. Maintenant, ça reste une finale. Je veux bien croire que voilà, Dortmund fera quelque chose, mais voilà. Je vous signale que l'Atlético pensait pareil, le PSG pensait pareil. Le Real a tous les atouts pour gagner. Mais tous les Malik, atouts. combien de Ligue des Tous Champions les Atlético et Attends, PSG on laisse Alfred parler. tous les s'il vous plaît. atouts. Mais après, bon, Dortmund, ça reste une équipe, je dirais pas exemplaire. Elle se bat bien, elle est arrivée en finale, faut la reconnaître. Mais pour moi, le Real a tous les atouts pour gagner. Malik, quel Tous point les commun ont Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid en vue du Real? Quel point commun? Il n'y en a aucun. Ils étaient Je favoris. donne Il y en un a exemple. aucun. Ils Il y étaient en a favoris. Ils aucun. étaient favoris. Mais ils étaient favoris. Je suis Il pas y en en a train de- aucun autre. Non, le seul point Il y en a commun, c'est aucun qu'ils autre. étaient favoris. Il y en a aucun autre. Et même pas en plus. étaient favoris. L'Atlético, non. Lucas. J'ai bien peur, comme ça a été dit, je suis d'accord avec ce qu'a dit Ibrahima. Pourquoi tu parles doucement? Parle fort. j'ai- Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas envie de dire? mais Parle ça, fort. c'est quoi cette attaque? Oh, le coup de pression. Oh l'attaque. Ah, déballe, mon cher peur. Lucas. Déballe. Le Real me Déballe. fatigue, j'ai peur de voir le Real gagner encore et encore. Et Stéphane, J'ai même pas la force d'y Stéphane. croire pour Dortmund parce que Oui. le Real. il va falloir que tu regardes ce match en compagnie de Lucas. Moi j'en ai marre Pourquoi du Real, Ben, t'entends ce qu'il dit, il en a marre du Real. Moi, je dis juste que c'est une finale et que c'est du 50-50 en finale. Ouais, tu vas me dire ça, Stéphane. Stéphane, t'es vraiment. Et juste, Ben, je précise quelque chose avant oui. qu'il y ait la moindre attaque, c'est que Oui. comme tout le monde le sait, je le redis encore, je suis un supporter du Paris Saint-Germain. Et avant la demi-finale retour, avant la demi-finale entre Dortmund et Paris Saint-Germain, le seul qui a dit c'est du 50-50, c'est moi. Tout le monde voyait Paris. Oh. Et ça n'était pas du 50-50. Ça veut pas dire qu'ils ont perdu que c'était du 50-50, Stéphane. C'était pas du 50-50. C'était du minimum 70-30. Non, Les mais amis, en on a termes encore d'objectivité, beaucoup de arrête. sujets, on a encore beaucoup de Arrête, sujets. Stéphane. Et c'est On a faux encore en plus plus. En termes d'objectivité, Et c'est faux en je plus. disais avant C'est faux. Dortmund, C'est faux. Il y a une vidéo où je dis que Paris est trop 50-50 confiant et que Paris va perdre. Donc Oui, c'est vrai, c'est c'est vrai. faux. C'est faux C'est ce que vrai, tu je dis, m'en Stéphane. souviens. C'est vrai. C'est faux ce que tu dis, Stéphane. Mais bon, Donc, on va évidemment. dire de quoi Parce que moi, j'ai dit que Paris était trop confiant et que je les voyais bien perdre. Et je l'ai dit, c'est sur vidéo, je l'ai sur mon téléphone. Ah là, Bref. mais je sais, bien sûr. Bah voilà, ça. t'as dit Bah tout le oui, monde a dit le moi, contraire, j'ai mais bon, jamais dit que Bon, je voyais Paris on perdre. continue. Moi, du coup, Real évidemment, grandissime Non, attends, favori. excuse-moi, J'ai envie de. Tu parles, laisse-moi répondre. Mais c'est même pas moi qui ai parlé, je vais juste avancer. À aucun moment j'ai dit Paris
T'as dit tu es le seul. Non, Paris va gagner. Comment je les voyais éliminer? Non, en Et fait, donc, t'as eu raison. Stéphane, Moi, ce qu'il relève, c'était Stéphane, ce qu'il Je dis que relève. c'était du 50-50. Je te dis que t'es le seul à l'avoir dit. Je te dis que non, t'es pas le seul à l'avoir dit. Voilà, ce que Moi aussi. relève notre ami Lucas, c'est que tu n'étais pas le seul justement à avoir. Non, excuse-moi Malik, je suis le seul à avoir dit que c'était du 50-50. Lucas a dit que Paris allait perdre. Abou a dit que Paris allait perdre. C'est vrai que c'est différent. C'est vrai que seul c'est à pas avoir dit que c'était du Bah, 50-50. bon, on te laisse finir, Lucas. c'est la nuance. Il a raison. La précision Donc, était de taille. Je pense que le Real est grandissime favori. Malheureusement, je pense que Dortmund va se faire battre assez facilement. Et même si c'est pas facilement, il y aura, je pense, un scénario comme le match retour Real-Bayern Munich. Donc voilà, désespérant, Bah c'est oui, répétitif, on en a marre. Les amis, il faut qu'on avance. On ne pourra pas ça ou boucher l'autre. tous les sujets. Rapidement, ton pronostic, mon cher Abou. Court, simple, Real, ils vont tartiner le derrière de Dortmund, voilà. Ça Toi, va quand bien toi se tu dis passer. ça, moi j'ai peur. À chaque fois que tu dis ça, c'est le contraire. Ah non, c'est faux. J'ai dit que le Bayern allait sortir, ils sont sortis. J'ai dit que Paris allait sortir, ils sont sortis. Et là, le Dortmund, ils vont sortir, mais pareil qu'Ibrahima, mais j'ai jamais vu le Real perdre une finale. Et quand Malik, tu dis oui, mais il n'y a aucun rapport entre Real, Atlético et PSG. Et avec tout le respect que j'ai pour l'Atlético et le PSG, ils sont pas dans la même course. Ces gars-là, c'est des tarés. Ils vont arriver en finale, ils vont activer un truc, ils vont prendre la coupe, ils vont danser partout. Il y en a un, il va La mettre le dernière de trophée sur Tony sa tête. Kroos, la dernière. T'entends pas ce qu'il dit, Moi, cher tu Léo, l'entends pas, il la dit parole ça. te revient. Ton pronostic. Je pense que dire que le Real Madrid n'est pas favori, ce serait être de mauvaise foi. Évidemment que le Real Madrid est favori. Après, dire qu'ils vont gagner, non, je suis pas devin. Effectivement, ça reste une finale. Sur 90 minutes, on sait jamais ce qui peut se passer. Après, évidemment que le Real, oui, grandissime favori. Je vois pas par contre un score large, plus un but d'écart, voire 2 maximum. Mais pas plus. Mais je pense que le Real ne va jamais stresser pendant le match. Utiliser son expérience européenne pour marcher sur Dortmund. Et puis voilà, il faudra juste souligner qu'il y a plein de belles histoires qui vont se tenir pendant ce match. Et puis ça va être sympa. Et si Dortmund tout simplement n'avait rien à perdre. À suivre hein, samedi prochain, les amis. On continue justement ce Tobou du foot. Les amis, on va s'amuser un peu. Je vous avais demandé votre 11 en Ligue 1. Je sais pas qui c'est qui a travaillé. On a tous travaillé. On peut commencer par les derniers de la classe d'abord. On va aller au pas de course. Alfred, est-ce que tu as ton 11 de Ligue 1 Tu as travaillé là-dessus Bon allez, on va prendre ta composition d'équipe. Ton 11 en Ligue 1. On va s'amuser un peu là. Les amis, pas de relance. Hein. On accepte la composition de chaque coach. Donnarumma comme gardien de but, Hakimi. Leniguro, Marquinhos, après Loco de Brest, Vitinha de Paris Saint-Germain, Emery, Pierre Melou de Brest, Ousmane Dembélé, Aubameyang et puis Kylian Mbappé. Classique. C'est la même que celle de la Ligue, je crois. Mon cher Lucas. Non, pour moi. Alors moi, je change un petit peu. Moi, je mets Donnarumma dans les buts, évidemment. Hakimi, Marquinhos, Yoro, Loco en défense aussi. Mais je change un petit peu après. Je mets Vitinha avec Youssouf Fofana de Monaco et Pierre Lesmelou au milieu de terrain. Et en attaque, je mettrais Aubameyang, Mbappé et Wissam Ben Yedder. D'accord. Oui, c'est pas mal aussi. Voilà. Et toi, Ibrahima, ta composition d'équipe pour cette Ligue 1? Dans les cages, Donnarumma. En défense, Hakimi, Yoro, Marquinhos et Loco. Au milieu de terrain, Madi Camara de Brest, Vitinha, Lesmelou. Et en attaque, Mbappé, Aubameyang et Zegrova. Ah, d'accord, ok. Pourquoi pas Zegrova aussi, bonne saison. Je sens qu'il y a un Mikotadze qui va pas tarder à sortir. Mon cher Eladj. Non, c'est pas chez moi. Non, moi, honnêtement, j'ai pas fait de 11. T'as pas fait de 11? Non. Bon, allez, Léo, alors. Moi, je suis plutôt d'accord avec Donnarumma, bien évidemment, en gardien. Je remplacerai par contre Hakimi par Wilfried Singo de Monaco. Très très fort. Yoro, Marquinhos, Loco, comme l'avait dit la Ligue, je suis d'accord. Vitinha, Lesmelou aussi. Zahir Emery, j'ai plus de doutes. Là, à l'instant T, j'avoue que je ne saurais pas trop qui mettre. Dembélé, parce que c'est par défaut surtout, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde. Quand même. Oui, ça percute, mais bon, Dembélé, moi, c'est pas... voilà, c'est un joueur qui... Les amis, on discute pas les compositions, il faut qu'on avance. Je remplacerai... En Ligue 1, je remplacerai Aubameyang par Lacazette, pardon, et Mbappé, bien évidemment, sur son côté gauche. Bon, c'est moi-même qui a dit qu'on relance pas, mais sinon, Stéphane. Ouais, super équipe. Moi, je crois que... Je me rappelle plus de son milieu de terrain, mais j'ai la même que Alfred.
c'est-à-dire Hakimi, Yoro, Marquinhos, Loco, Donnarumma dans les buts, Vitinha, Lesmelou, je ne sais pas s'il l'a dit, et Zahir Emery au milieu, les 3 milieux, et les 3 attaquants, Dembélé, Mbappé, Aubameyang. T'as oublié Beraldo. Plutôt que la Casette. J'ai hésité, mais c'est juste parce que Mbappé, il a quand même beaucoup joué en pointe et la Casette sur un côté, je pense pas qu'il puisse encore le faire, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris. Mais effectivement, pourquoi Aubameyang plus que la Casette en Ligue 1 il y a forcément, il n'y a pas vraiment de raison, quoi. Mon cher Abou. Moi, je suis un mec différent. Du coup, j'ai mis Donnarumma au cas, Kenny Lalay et Loco sur le côté, Marquinhos et Yoro dans l'axe, Vitinha, Lesmelou, Camara en milieu de terrain, Dembélé en pointe, Dembélé à droite, Auba en pointe et Mbappé à gauche. Classique, quasiment. Les amis, moi, je comprends pas un truc. Hein. On n'est pas obligé de répondre. On a critiqué longuement durant cette saison Donnarumma, mais vous l'avez tous titularisé. Moi, je l'aurais pas mis. C'est ce que je remarque. Il a été moins en Ligue des Champions. En championnat, moi, il était très bon. Mais bon, en championnat, il a sauvé le PSG pendant le Moi, c'est plus Zahir Emery que je préfère. J'aurais mis certainement le goal. Zahir Emery, il a fait 3-4 mois là, dégoûtant. Franchement, j'aurais mis le goal lillois, mais bon. Chevalier est très bon aussi. C'est vos choix respectifs. À présent, les amis, on va aller dans le dossier au bout du foot. Alors les amis, un sujet sensible, hein, au cœur d'une vive polémique après avoir masqué un logo de lutte contre l'homophobie lors de Monaco-Nantes, Mohamed Camara est convoqué par la commission de discipline de la LFP avant cette séance du 30 mai prochain. Au bout du foot pose la question suivante: doit-on sanctionner les joueurs qui refusent d'arborer une cause? Mon cher Stéphane. Moi, pour commencer, moi déjà, je trouve que c'est sans vraiment réfléchir, j'aurais tendance à dire tout de suite oui, et en réfléchissant un petit peu, ce que j'ai effectivement fait depuis ces derniers temps, je pense que c'est surtout en interne et dans le club que ça se joue, quoi. Il y a une journée, les joueurs portent ce logo, s'il veut pas le porter, il discute avec son club, son staff et tout, et il joue pas le match, et puis voilà, quoi. Et puis ça reste en interne, et puis voilà, je trouve que jouer le match sans porter le logo ou en le masquant, c'est limite, tout est question de savoir, est-ce que c'est prôner l'homophobie que de dire je ne vais pas dire que je suis contre l'homophobie. Est-ce que de dire que tu n'es pas contre quelque chose veut dire que forcément tu l'acceptes, quoi. Moi, je pense que ça doit jouer entre les clubs et que c'est le club qui aurait jamais dû faire jouer. La faute, pour moi, là, en l'occurrence, elle est au club de Monaco, quoi. Est-ce qu'on doit le sanctionner? C'est ça la question. Le club, oui. Je pense que le club doit être sanctionné, plus que le joueur. Qui sanctionne le club dans ces cas-là? La LFP? La LFP doit sanctionner, à mon avis, le club. Ok. Plus que le joueur. Enfin, la faute, elle est du club. Alors après, oui, peut-être le joueur aussi. En tout cas, ce qui s'est passé doit pas, à mon avis, doit pas arriver. Mais c'est normalement le club qui doit faire en sorte que ça... Ok. Mon cher Lucas? Déjà, j'avais précisé que ce drapeau, c'est pour lutter contre l'homophobie et c'est pas pour faire la promotion de quoi que ce soit. Donc, moi, je pense qu'effectivement, si on le porte pas, ça veut dire qu'on est homophobe. Point barre. Pour moi, il n'y a pas de débat. On peut ne pas être d'accord, mais pour moi, c'est comme ça. Ensuite, ceci étant dit, je trouve Mohamed Camara assez hypocrite parce qu'il cache ça. Soi-disant, lui a dit que c'était par rapport à sa religion, sa culture, sauf que toute l'année, il a eu des sites de trading, paris sportifs sur le maillot et ça l'a pas dérangé. Encore plus hypocrite parce que quand on arrive en Ligue 1, on signe la charte de la AFP, où cette journée elle est clairement expliquée. Donc s'il n'est pas content, il joue pas en Ligue 1, s'il n'y est pas, il va jouer ailleurs. Par contre, j'ai pas envie de le stigmatiser plus que ça, parce que là, ça a pris beaucoup d'ampleur, notamment avec les paroles de Riolo, qui dit que c'est religieux, c'est culturel, pas que. Hugo Lloris, pour ne citer que lui, a fait tout un foin pour ne pas porter un drapeau arc-en-ciel. Donc voilà, pour moi, c'est l'homophobie de la société dans son ensemble dont il est question, et pas que du monde du foot, et pas que de Mohamed Camara. Alfred, ton sentiment sur ce sujet, et surtout... est-ce qu'on doit le sanctionner? T'as pas répondu rapidement. Oui, le club devrait le sanctionner, ouais. Alfred. Moi, le sanctionner, ce ne sera pas la solution. Après, la liberté, elle est humaine. Mais on a l'impression que dans le sport, aujourd'hui, on essaie de mettre... Je comprends la cause. Mais bon, après, je ne sais pas pourquoi forcément on veut l'imposer. On peut étudier d'autres manières de faire les campagnes. Mais bon, à chaque fois, c'est toujours ces problèmes-là qui surgissent. Et bon, le problème, c'est que c'est quoi? Ça aurait été peut-être quelqu'un qui serait d'une communauté chrétienne, ça passerait facilement. Mais la communauté musulmane, elle est difficile. Pas parce que je la critique, même moi-même qui suis là, je suis chrétien catholique, mes enfants sont musulmans. Vous comprenez? Mais je suis obligé, je suis pas contre, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que voilà, je sais pas, c'est comme ça.
C'est comme ça, hier, samedi, j'étais au spectacle avec ma fille, ma dernière. J'ai vu ma fille habillée, les voiles et tout. Je lui ai dit simplement, mais pourquoi tu mets plus de jean comme t-shirt? Elle a dit à mon épouse, regarde ce que papa il dit. T'as vu un peu? Donc, quelque part, voilà, pour moi, ça touche à quelque chose. Et voilà, donc du coup, ça devient compliqué. Pour moi, le sanctionner, je sais pas, moi, franchement... T'es pas pour la sanction? Pour moi, non. Ton sentiment, Ibrahima, sur cette question, et est-ce qu'on doit sanctionner Mohamed Camara? Le sanctionner, je pense pas que ce soit réellement la solution. Après, maintenant, est-ce que les joueurs de foot, ils sont là pour faire passer des messages ou à chaque match ou porter des logos? Ça, je sais pas. Je sais pas si c'est pas leur fonction première. Maintenant, après, je pense que le vrai souci, et ce que la Ligue devrait faire, c'est plutôt que de faire porter des logos à des joueurs sur des maillots, ce serait plutôt de prendre ses responsabilités et de sérieusement sanctionner les supporters, par exemple, ou les différents actes homophobes ou racistes ou quoi que ce soit qu'il y a sur les terrains. Je trouve que les supporters, par exemple, je trouve qu'ils sont pas assez sanctionnés, et on l'a encore vu ce week-end, où ils se permettent de se battre sur des péages d'autoroute ou quoi que ce soit, et que essayer de prendre les joueurs pour lutter contre certaines choses, je vois pas sincèrement l'intérêt, par exemple. Et pour revenir sur ce que tu disais, quand tu disais que si on le porte pas... Lucas. Ce que Lucas disait, excuse-moi, si on le porte pas, on est homophobe. Je suis pas spécialement d'accord. En Angleterre, on demandait aux joueurs de mettre un genou à terre avant chaque match pour lutter contre le racisme. Il y a des joueurs qui mettaient pas le joueur. Ouais, pas pour je autant, pense qu'ils sont racistes. Si, moi je le pense. c'est pas pour autant qu'ils sont racistes. Quand tu veux lutter... Bah, j'ai une image en tête, si tu me permets de finir, c'est Sadio Mané qui est pressé de commencer le match, donc il met pas le genou à terre, on a à peine sifflé, il se met à courir et du coup il se replace pour remettre le genou à terre. Je pense que les footballeurs, ils sont surtout payés pour jouer au foot, et que si maintenant la Ligue a des messages à faire passer, elle passe pas forcément par les joueurs ou quoi que ce soit. Elle peut passer par les supporters et par les joueurs aussi. Les joueurs, c'est quand même des vecteurs, ils sont importants, c'est des exemples. C'est sûr, mais chaque joueur a ses opinions. L'idée de cette question, justement, c'est que chacun donne son opinion. On n'est pas forcément... on cherche pas à être d'accord ou pas d'accord, c'est de voir un peu quels sont les différents courants de pensée, parce que forcément, s'il y a débat et que la question est posée, c'est qu'il y a forcément différents courants de pensée. Mon cher Eladj. Bah moi je pense tout simplement que c'est l'hypocrisie du football français qui empêche et qui je pense que même certains joueurs ne veulent pas venir en France par rapport à ces choses-là. Le pays qui se dit droit des libertés, le droit des hommes, etc. Voilà, et d'autres balivernes ne respecte absolument pas le droit de liberté. Voilà, il ne le respecte absolument pas. Oui, dans la charte, il y a bien marqué qu'il y a il y a une journée qui est dédiée contre l'homophobie, etc. Quel joueur s'arrête et lit le contrat? Aucun. Faut arrêter avec ça. Maintenant, on sait que toi, t'es footballeur. Non, mais attends, Malik, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi aller au bout. T'es responsable du contrat que tu signes. Laisse-moi aller au bout, d'accord. Mais est-ce qu'à côté, de cette ligne, au-delà même de ce sujet, de façon générale, est-ce qu'à côté de cette ligne-là, il y a marqué que si tu ne joues pas cette journée-là, tu seras sanctionné. Si tu ne défends pas cette cause-là, tu seras sanctionné. Bah, toutes les personnes, alors, bah, donc moi je dis, alors clairement, la Ligue 1, Uber Eats ou la Ligue 1 McDonald's, et aussi, d'accord, supporte aussi l'Israël contre ce qui se passe en Palestine, parce qu'on n'a jamais vu de maillot palestinien, pro-palestinien ou quoi. Les joueurs qui abordent ces maillots-là sont punis. Ils sont punis parce qu'ils n'ont pas le droit de les aborder, ces maillots-là. Donc pourquoi maintenant des joueurs qu'ils ne veulent pas? Et c'est absolument faux, hein. Je reviens sur ce que Lucas dit. Je suis absolument pas d'accord avec ce qu'il dit. Non, c'est pas parce que tu ne défends pas Qu'est-ce qu'il a dit précisément? Parce qu'il a dit beaucoup de choses. Il a dit que si tu ne portes pas le maillot LGBT, ça veut dire que tu es homophobe. C'est pas le maillot absolument LGBT, pas vrai. c'est lutte contre l'homophobie. C'est la même chose. Et c'est pour ça que je dis ça. Non, justement, d'accord, mais c'est la même chose. Mais bon, bref. Du coup, ce que je dis, c'est absolument faux. C'est pas parce que tu ne défends pas une cause, il y a d'autres causes qui sont défendues. Voilà, on voit, il y a des gens qui viennent, chacun mène son combat à terme. Maintenant, ça n'est pas un combat. Lui, il estime que ça n'est pas une bonne personne pour mener ce combat-là. Il a le droit. On n'a pas le droit de lui imposer quoi que ce soit. Normalement, la liberté d'expression, quand il arrive dans le vestiaire, ce jour-là, il doit avoir 2 maillots. Un maillot avec le logo, un maillot sans logo. Si tu veux aider cette cause-là, vas-y. Si tu ne veux pas l'aider, t'as le droit aussi. Ça ne veut pas dire que tu es homophobe. Ça ne veut pas dire aussi que c'est ta proposition. Et c'est également ton avis. Léo. Oui, moi je pense qu'il y a une différence déjà à faire entre est-ce qu'on fait la promotion d'un mouvement ou est-ce qu'on s'indigne par rapport à au fait que des gens puissent insulter, discriminer par rapport à ça. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que par exemple, si on défendait une autre cause, le racisme ou la xénophobie, et que des gens refusaient de faire ça, de se conformer à oui, aujourd'hui, moi, je veux pas manifester mon mécontentement par rapport à cette cause.
qu'est-ce qui en résulterait? Des réactions certainement plus vives. Imaginons qu'aujourd'hui, un joueur blanc, sur une journée contre le racisme, un joueur blanc mette un scotch ou le football pour tous par rapport aux Arabes, aux Noirs, aux Chinois, tout ce que vous voulez. Comment est-ce qu'aujourd'hui on réagirait? Tout le monde s'insurgerait beaucoup plus que contre l'homophobie. Et je pense que, par contre, là où je rejoins Eladj, c'est qu'il n'y a pas un combat à privilégier, mais que tous les combats le sont, et que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a énormément Mais est-ce que c'est d'hypocrisie. pas ça le piège, justement, le fait de vouloir faire porter toutes ces causes-là aux footballeurs? Non, parce que aujourd'hui, le footballeur, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui représente le sport le plus populaire du monde. Donc, cette personne a des admirateurs. Et je pense que aussi, du coup, ça passe par... ça fait partie de l'éducation, pas du footballeur, mais l'éducation de la personne. Général. Ça englobe. Aujourd'hui, quel message tu envoies à un jeune enfant qui n'a pas forcément de libre arbitre parce qu'il comprend pas les enjeux du monde et de la société en général? Quel message tu lui envoies? C'est ça, moi, la question que je me pose. Après, effectivement, est-ce que y a une cause qui prévaut sur l'autre? Non. Pour moi, toutes les causes sont à égalité. Et d'ailleurs, il n'y a pas une personne, un humain qui est moins bon, enfin, en tout cas, qui part pas du même pied d'égalité qu'un autre. Ensuite, les actions font qu'il y a des gens beaucoup mieux que d'autres. Mais bon. On finit avec toi, Abou. Moi, je voudrais reprendre déjà sur plusieurs points, si tu le permets, Malik. Premier point, quand on dit que Mohamed Camara a fait preuve, enfin, il aurait pas dû, je crois que c'est Stéphane qui disait ça, Stéphane, tu me reprends si je me trompe, qu'il aurait dû ne pas juste jouer ce match en accord avec son club et rester dans le vestiaire. Sauf que le problème... Non, mais j'ai juste dit que c'est le club qui, sachant qu'il ne voulait pas porter ce maillot, plutôt que de l'afficher avec la croix, je refusais, aurait dû dire, bah, à ce moment-là, nous, les clubs, on a voté pour ça, on est pour cette journée-là, donc on ne te met pas sur le terrain. Voilà, moi, c'est ça que je suis totalement d'accord avec toi, Stéphane, sur ce point-là, sauf que le problème en France aujourd'hui, c'est qu'on est dans un pays super médiatisé, avec un sport qui est super médiatisé, et même quand les joueurs décident de faire ce choix-là, finalement, c'est mis en avant. Idrissa Gueye par le passé, Mostafa Mohamed, cette saison, on a révélé qu'il ne voulait pas jouer. Les joueurs, même quand ils se trouvent une excuse, comme la gastro, on les fait quand même jouer. Deuxième point, quand on dit que ne pas mettre du scotch sur son maillot, ça fait de vous un homophobe, moi je pense qu'on doit rester quand même dans la mesure. Ça fait pas de lui un homophobe, mais en fait, on connaît pas les représailles derrière, on connaît pas les conséquences. Je me rappelle, la saison dernière, il y avait le même débat et t'as des joueurs qui expliquaient, notamment l'affaire Gana Gueye. Si moi, aujourd'hui, je décide d'arborer un maillot comme ça, chez moi, quand je vais retourner au pays, ça va être un autre problème, ou ça va être un problème pour mes proches qui vivent là-bas, dans mon pays d'origine. Donc, à partir de là, on ne sait pas les raisons qu'il y a derrière les choix des joueurs et des joueuses. Troisième point, c'est est-ce que les joueurs doivent porter toutes les causes? Pour moi, la Ligue de football professionnel, elle peut porter la cause de stop à l'homophobie, elle peut la porter beaucoup plus haut qu'en passant par les joueurs. T'as pas besoin des joueurs pour marquer le coup si tu veux le faire. Ils savent très bien le faire. Et quand Ibrahima il disait qu'il y a un problème de sanctions dans les tribunes, mais je suis totalement d'accord avec lui. La dernière fois, pour pas les citer, j'étais à Marseille, j'étais en virage nord. Pendant 90 minutes, ça a insulté, vous m'excuserez les termes, Ismail Assar de sale PD, et il n'y a personne qui s'est jamais insurgé de ça. Les Marseillais, les supporters marseillais, ils n'ont pas été repris pour ça. Donc, il y a un moment donné, on a notre tête de Turc aussi. Quand on fait ce genre de choses, on sait à qui s'attaquer. Et la réponse médiatique qui a été faite par les journalistes et par les différents éditorialistes, moi je l'ai trouvée disproportionnée. Honteuse. Et juste, il n'y a pas en fait à aller jusque là-bas. Il n'y a qu'un journaliste, je crois, de l'équipe, je regardais l'équipe du soir la dernière fois, qui réfléchissait de manière intelligente et qui disait, faut peut-être dans ce cas-là, mettre des journées de prévention, faut peut-être faire ça intelligemment, faut peut-être demander aux joueurs quelle est la raison. Mais avant d'accuser quelqu'un de quoi que ce soit, essayons de savoir pourquoi Mohamed Camara a fait ça. Peut-être que Mohamed Camara, il a ses proches au bled et que Mohamed Camara, il veut pas avoir des problèmes là-bas. Ou peut-être que Mohamed Camara, il a d'autres raisons qu'on ne connaît pas. Mais je trouve que dans ce genre de débat, et c'est tous les ans la même chose, on tombe toujours dans la démesure alors qu'on pourrait être parfaitement mesuré. Merci Abou, merci les amis d'avoir participé à ce sujet précisément. J'avoue que j'hésitais justement de le mettre dans le sommaire, mais je pense qu'il y a une bonne tenue quand même de ce débat-là. Et je vous en remercie. On va terminer justement avec la question au bout du foot. On va parler du mercato d'hiver, estival plutôt. Non, plutôt d'hiver, voilà, c'est plutôt ça. C'est Stéphane qui m'a soufflé la question, justement. C'est parti.
Alors les amis, rapidement, ouvert 4 mois seulement après la clôture de sa grande sœur estivale, l'utilité du mercato d'hiver interroge. Considéré comme une période très importante pour certains clubs et certains joueurs, sert-il réellement? Doit-on supprimer le mercato d'hiver pour des championnats plus équilibrés? Le débat est ouvert. Stéphane. Ouais, ben moi, déjà, ça me permet de revenir sur quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Quand quelqu'un, une autre bêtise, entre guillemets, quand quelqu'un a dit que la remontada de Lyon était justement la preuve que c'était un faible championnat, que tu peux être dernier en décembre et 6e au mois de mai. Mais justement, il y a eu le mercato d'hiver. Tu peux mettre 50 millions, c'est pas la même équipe qui a joué la deuxième partie que la première. Alors effectivement, après, ce mercato d'hiver. Non, mais c'est vrai, c'est un bel exemple. Comment? C'est un bel exemple. Ouais, et c'est vrai que ce mercato d'hiver, il est. Non, mais ça explique aussi que c'est pas la faiblesse de la Ligue 1 qui a fait que Lyon est remonté, quoi. C'est surtout le portefeuille de Textor. Ce mercato d'hiver, il est haï par tous les entraîneurs. Moi, et les présidents de club. Je sais pas s'il est haï par Pierre Sage, pour le coup. Ouais, pour le coup, c'est sûrement pas. Maintenant, je pense qu'il devrait certainement être mieux encadré parce que là, c'est vrai qu'on est tombé quand même un peu dans l'extrême, quoi. 50 millions pour acheter 7 joueurs, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors, ils n'ont pas tous joué, pas tous porté l'OM, mais quand même, il y en a certains, oui. Donc, non, moi, je dis c'est un problème, en tout cas. Maintenant, la réponse, je pense qu'elle est compliquée, la réponse, savoir s'il faut le supprimer ou pas, mais en tout cas, j'aurais plutôt tendance à dire oui. Léo, rapidement. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Pour prendre l'exemple de Lyon, Lyon a dépensé 50 millions au mercato d'hiver alors que c'était son budget pour l'été, mais que Lyon n'a juste pas pu recruter. Cet été, quand Lyon a recruté pour 1 million d'euros, personne s'est insurgé que le club ne puisse recruter que pour 1 million d'euros. Moi, je trouve que le mercato d'hiver a sa place pour tous les clubs. D'ailleurs, peu importe le club, il aurait bien tort de se priver de pouvoir dépenser, s'il veut, même 1 milliard d'euros si on lui en donne l'opportunité. C'est un mercato d'ajustement, le mercato hivernal, effectivement. Mais si on voit qu'un effectif complet ne fonctionne pas, alors pourquoi ne pas le changer complètement? Donc tu es pour? Moi, je suis totalement pour. Abou, tu es pour ou contre? Oh, moi je suis pour. Ça a permis aux Marseillais d'évacuer des joueurs comme Vitinha. Comment être contre le mercato d'hiver? Et à un moment donné, moi je suis d'accord avec Léo. Ça s'appelle un mercato d'ajustement. On est là pour ajuster son équipe. Il y a des choses qui vont ou qui vont pas. Je pense que c'est utile à toutes les équipes de Ligue 1, que ce soit celle du haut de tableau ou le bas de tableau, parce que même dans le bas de tableau, parfois, on va dénicher certains joueurs à gauche, à droite. Ça fait en sorte que tu sois pas condamné dès la 17e journée, mais que tu puisses jouer ta carte jusqu'à la 34e journée. Donc moi je suis pour le mercato d'hiver. Lucas? Comme ça a été dit, c'est un mercato d'ajustement et moi j'aimerais qu'il le soit vraiment. Ça veut dire j'aimerais qu'on en limite les mouvements. Parce que là actuellement c'est pas du tout le cas. Il y a des mercatos des équipes comme Chelsea par exemple récemment qui achètent à foison. Et pour moi ça fausse un peu les championnats. Ça donne surtout pas l'opportunité à certains joueurs de se montrer. Et pour moi c'est dommage. J'aimerais que ce soit juste peut-être 3 mouvements, un prêt, une arrivée, un départ et basta. Mais là sous sa forme actuelle je trouve que c'est un peu trop. Alfred, quel est ton sentiment? Mercato d'hiver pour ou contre? Non, il faut le maintenir. Pourquoi? Parce que le mercato, ça crée du mouvement. Après, je veux dire une chose, vous pouvez en début de championnat avoir une équipe, mais si l'équipe n'est pas performante, il faut la renforcer. Voilà, donc c'est ça qui est très important pour moi. C'est ton côté agent de joueur là qui dit ça? Il faut la renforcer, voilà. Il faut du renfort parce que on ne pourra pas avancer. Donc on est là pour avoir des résultats positifs, pas du négatif. Donc pour moi, il faut maintenir le mercato. Après, il faut l'encadrer. Oui, c'est vrai que beaucoup d'argent circule. Ça, il faut le reconnaître. Ibrahima, ton sentiment? Moi, je pense qu'il faudrait peut-être l'encadrer ou peut-être le réformer. Parce que si je prends l'exemple d'une équipe, par exemple, hier soir, j'ai vu qu'Empoli s'était maintenu en Serie A grâce à un but de Mbaïnian qui est arrivé cet hiver et qui a mis 6 buts en 14 matchs à peu près, et Frosinone, il descend en Série B là. Donc peut-être que si Mbaïnian ne vient pas, peut-être que Campoli va en Ligue 2, et c'est pareil pour Lyon. Peut-être que s'il n'y a pas Benrahma et compagnie, peut-être qu'ils vont en Ligue 2. Donc je pense qu'il faudrait peut-être le réformer, je sais pas, peut-être le mettre en échange, faire des échanges de joueurs, ou je sais pas, quelque chose du genre, mais comme ça, je pense que ça fausse un peu le championnat, parce que des équipes qui ont plus de moyens, par exemple, elles peuvent se sauver plus facilement après, en recrutant certains joueurs ou en vendant d'autres. Là, on conclut avec toi? Moi, je pense que bien évidemment, il faut garder ce mercato d'hiver parce que ça enrichit aussi notre championnat et ça relève du niveau aussi parce que faut pas oublier notamment aussi les blessures. Maintenant, comment les joueurs jouent, ils jouent beaucoup, ils jouent énormément, ils enchaînent les matchs. Si avec ça, on enlève un mercato d'hiver, je pense surtout pour le championnat français, on va perdre en qualité encore plus qu'on l'a déjà.
Rapidement, Léo. Juste pour le mot de la fin, moi ça me choque plus qu'on puisse acheter un joueur 200 millions d'euros qu'un club puisse dépenser 50 millions. Bah écoute, pourquoi pas. C'est ton avis. C'est ton avis. Petit taquet. Un joli tacle à la gorge. Stéphane, merci. Merci à vous, merci. Et puis, à vous. on retient que... Je pense si on demande au président de Clermont, je suis pas sûr qu'il soit pour le mercato d'hiver. Je sais, j'imagine. Maintenant, bon. Oui. Bonne soirée à tout le monde et puis semaine prochaine. L'exemple de Lorient montre que... Et puis on invite nos auditeurs et auditrices à aller regarder, consulter le quotidien du sport.fr. Léo, c'est quoi ton média d'ailleurs? Lequel? Ton média internet là. C'est quoi? Foot 11. Foot 11, hein. Allez-y consulter Foot 11 également sur les réseaux sociaux. Merci Elage, merci Ibrahima. Alfred, merci beaucoup. Lucas, merci. Abou, merci beaucoup. Jason Lindor ainsi que Léonard réalisaient Au bout du foot de ce soir. Il est 21h59 sur Mon Paris FM. Bonne soirée. Victoire obligatoire, quelle que soit la manière, selon le sélectionneur. On peut disserter, il n'y a qu'une chose. Son équipe n'a pas le droit à l'erreur. C'est le résultat. Encore faudrait-il pour cela qu'il commence à jouer au football, ce qui n'a pas vraiment été le cas. Vous suivez Au bout du foot avec Malik Edi et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h sur monparisfm.com. Imagine d'argent. Auxerre en Ligue 1, Auxerre en Ligue 2, c'est pas pareil. Auxerre, c'est